Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaos Global. Nous sommes le lundi 24 juin et nous allons vous décrypter l'actualité de la semaine, l'important de la semaine, comme chaque lundi. Alors aujourd'hui nous allons évoquer avec Edouard un sujet qui je crois est fondamental même s'il est mal connu, c'est l'influence de l'OTAN sur les élections législatives en France. Alors, on parlera aussi d'Europe à cette occasion, mais on voulait attirer votre attention sur ce point qui passe sous les radars de l'actualité, mais qui nous paraît extrêmement important et qui pourrait se formuler de cette façon un peu à grands traits. Est-ce que l'OTAN exerce aujourd'hui une influence importante sur le déroulé des élections législatives en France et notamment sur la constitution des programmes? Mais pour bien comprendre ce que nous allons dire, Edouard, je crois qu'il faut resituer ce débat, le recontextualiser, comme disent les fact-checkers piscopie. Il faut recontextualiser cette affaire dans l'évolution générale de l'Union européenne, dans les débats qui ont lieu en ce moment même à Bruxelles sur la participation de l'Europe à une coalition militaire contre la Russie et sur la prise de présidence de la Hongrie, de Orban, à partir du 1er juillet. C'est la Hongrie qui va présider le Conseil européen, c'est-à-dire que c'est l'État membre qui va animer les conseils des ministres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'arrivée d'Orban à la présidence de l'Union, du Conseil européen pour être précis, et sur les inquiétudes que ça suscite auprès de l'OTAN et les impacts que ça peut avoir sur les décisions européennes sur l'affaire ukrainienne? Oui, alors effectivement, dans l'Union européenne, on a d'abord espéré qu'on pourrait faire passer son tour à la Hongrie, il faut s'en souvenir. Mois de janvier, février dernier, encore, il y avait des gens à la Commission qui vous racontaient très sérieusement qu'on cherchait un moyen voilà, que ce soit, après tout, on pouvait passer au pays suivant. Bon, évidemment, comme malgré tout, à Bruxelles, on respecte l'état de droit, au moins pour la forme, ils se sont aperçus que ça serait un peu compliqué. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la Hongrie a défendu depuis le début de la guerre en Ukraine des intérêts spécifiques. D'abord, il y a des Hongrois, des magyarophones qui vivent en Ukraine, on l'oublie trop, et donc pour cette raison, Viktor Orban ne voulait pas de guerre totale, et que l'Union européenne s'appuie totalement l'Ukraine, parce que lui, il a besoin de moyens de pression pour que, par exemple, l'Ukraine n'engage pas en priorité les Hongrois d'Ukraine dans l'armée, comme ils l'ont fait au début. Il y avait aussi, Orban a fait le travail qu'aurait dû faire tout chef d'État ou de gouvernement, c'est-à-dire ne pas dire comme ça, on jette par-dessus bord les contrats de gaz russe, et il a réussi à préserver les intérêts de son pays de ce point de vue-là. Alors évidemment, ça chagrine l'OTAN, ça chagrine Bruxelles. Alors, je te coupe quand même, Edouard, parce que pour être précis, Orban, il a une vision de l'Europe, tu la connais mieux que moi, mais nous en savons des petites choses. Il a une vision de la place de la Hongrie dans l'Europe qui n'est ni complètement pro-russe, ni complètement pro-américaine. Fondamentalement, Orban est un allié de l'OTAN et je crois qu'il tient à l'appartenance de la Hongrie à l'OTAN, contrairement à ce que certains pourraient fantasmer. Mais en même temps, il est partisan d'une forme d'équilibre et d'une vision. Il a sa propre conception des relations avec la Russie. Alors il faut se rappeler que la Hongrie, c'est 10 millions d'habitants en Hongrie, 2 millions hors frontières, pas plus, c'est tout petit. Et comme le disait un ministre d'Orban, nous avons 3 pays qui nous posent des problèmes régulièrement, l'Allemagne, la Russie et la Turquie, et nous avons 2 grands amis qui nous servent à faire l'équilibre, qui sont les États-Unis et la Chine. Voilà la vision qu'a Orban. Mais Orban est vu comme un anti-OTAN par les gens qui simplifient parce qu'il n'est pas un inconditionnel du soutien à l'Ukraine. Mais factuellement, il est très prudent. Voilà. Factuellement, il est très... Moi, je serais plus... factuellement, je pense que son cœur balance quand même un peu vers la protection de l'OTAN au cas où.
Et pas par amour, mais par calcul pur. Autant en France, on peut dire il y a une espèce d'otanophilie naturelle, autant je pense que ça n'existe pas en Hongrie, mais Orban se dit c'est quand même bien d'avoir un contrepoids, notamment compte tenu, tout le monde a en mémoire le souvenir de l'été 56 à Budapest, où les chars soviétiques ont écrasé la révolte, et je pense que c'est resté dans les mémoires. Et puis l'Allemagne et la Turquie sont dans l'OTAN, et comme ça, elles sont contrôlées. Voilà, effectivement, ça correspond à tout ça. Alors, présidence de l'UE par Orban, est-ce qu'il va être un peu le chien dans un jeu de quilles? En fait, vraisemblablement, il sera très prudent parce qu'il veut que ça se passe bien. Il n'empêche que la semaine dernière, Giorgia Meloni a dit que les élus européens du Fidesz, les élus aux élections européennes, ne pouvaient pas intégrer le groupe conservateur européen, ECR, les conservateurs et réformistes européens, qui est un groupe qui va regrouper Fratelli d'Italia et beaucoup d'autres. Bon, donc on voit bien que Giorgia Meloni, qui se pose comme le leader naturel des conservateurs en Europe, et donc qui dit quand on est conservateur on est forcément pro-OTAN, eh bien elle a voulu mettre une limite. Alors ce qui va nous poser des questions aussi. Là aussi je te coupe, oui. Donc ce qui est important de souligner, c'est qu'au fond Meloni, que beaucoup ont considéré comme une forme d'alternative à la vassalisation de l'Europe aux États-Unis, au fond, elle est aujourd'hui un soutien absolument assumé, clair et sans ambiguïté à l'appartenance notamment d'Italie, mais de l'Europe en général, à l'OTAN, au commandement intégré. Et au fond, elle considère que la place de l'Europe, c'est une place de vassal des États-Unis. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Pour ce qui a suivi son parcours, Giorgia Meloni a toujours été très soutenue par l'Institut Aspen, qui est un des grands think tanks américains. Néoconservateur. Voilà, dans les 50 nuances de néoconservatisme américain, et par ailleurs, alors évidemment, elle préférerait Trump comme président que Biden, mais on va dire que ça s'arrête là. Alors, pour en finir sur cette affaire donc d'Orban et de la place de la Hongrie dans le dispositif européen, est-ce qu'il y a eu des avancées? C'est-à-dire, moi j'ai cru comprendre que la Hongrie avait obtenu une forme d'exemption, c'est-à-dire qu'en cas de soutien direct, enfin en cas de coalition européenne directe contre la Russie, la Hongrie a obtenu de ne pas avoir à envoyer de troupes sur le front et de ne pas avoir à intervenir directement contre les Russes. Et effectivement, c'est l'un des gains d'Orban dans le marchandage permanent. En revanche, il continue à suspendre le dernier paquet de soutien financier. Il a mis un veto pour l'instant au dernier paquet de soutien financier à l'Ukraine qui serait accordé par l'Union européenne. Mais ça signifie quand même qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne cache plus vraiment l'option, cache plus vraiment le fait qu'elle se garde l'option d'un conflit direct avec la Russie dans les mois à venir. Oui, alors dans un espèce de jeu de dupes organisé par les Américains, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, puisque le paradoxe, c'est que les Américains, de plus en plus, prévoient leur sortie du conflit. On pourra en reparler tout à l'heure. Et ils disent à ce moment-là aux Européens, allez-y, on compte sur vous pour maintenir la pression sur la Russie et pour continuer à soutenir l'Ukraine dans les prochains mois. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que vendredi dernier, je pense que c'était vendredi, le ministre des Affaires étrangères italien, M. Tajani, qui est aussi le vice-président du PPE, donc du Parti populaire européen, c'est-à-dire le parti dans lequel on va retrouver les républicains français, et donc qui fait partie de la coalition Meloni. Tajani a fait une déclaration totalement carrée, disant Marine Le Pen ne peut pas rejoindre les conservateurs au Parlement européen et nous ne pouvons pas travailler avec Marine Le Pen puisqu'elle est favorable à la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Donc elle n'est pas conservatrice, elle est identitaire, et deux, on ne peut pas travailler avec elle puisque nous, en fait, on est dans le club OTAN. Alors pour moi, c'est quand même deux informations sur lesquelles je voulais que tu réagisses, c'est-à-dire que
on a vu des dépêches, Stoltenberg qui est reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron, en fin d'après-midi de ce 24 juin. On voit que l'OTAN n'a pas caché le fait qu'elle surveillait de près les élections législatives en France. L'OTAN a rappelé, Stoltenberg a rappelé la semaine dernière à la France qu'elle devait rester une alliée précieuse de l'OTAN. Donc on voit bien que les positions du Rassemblement national et les positions au fond du Rassemblement national sur l'appartenance au commandement intégré de l'OTAN sont un sujet pour l'OTAN. Oui. Et donc je note plusieurs choses que je voulais t'entendre, puisque toi tu aimes le conservatisme. C'est que j'ai compris que pour être conservateur, il fallait être un adepte de l'alliance avec l'OTAN. Et deux, je trouvais bien qu'on discute de ce qui peut ressembler à une forme de pression de l'OTAN sur les élections législatives en France. Mais commençons par la question du conservatisme. Est-ce que dans ton esprit, c'était clair que être conservateur, c'était être atlantiste? Aujourd'hui, comme le conservatisme dominant est le conservatisme anglo-américain, effectivement, beaucoup des conservateurs européens pensent qu'il faut être atlantiste. Ensuite, qu'est-ce que le conservatisme? On pourrait s'amuser à définir le gaullisme comme une version française du conservatisme. Mais il n'est pas très otanien. Et voilà, donc je pense que on ne peut pas généraliser sur le conservatisme, mais aujourd'hui, le conservatisme dominant étant un mélange de trumpisme et d'idéologie britannique, effectivement, certains disent qu'on est forcément atlantiste quand on est conservateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu absurde de dire que Marine Le Pen est identitaire, puisque au contraire, elle a, par petites touches, essayé d'éloigner le vieux Front National de la pensée strictement identitaire. Un drapeau qui a été relevé par Éric Zemmour au passage, qui lui a dit non, mais moi je suis le vrai identitaire. Bon. Oui, c'est un peu ça le paradoxe. Voilà. Mais en même temps, Zemmour est très otanien, comme on le sait. Il l'a révélé au moment de la guerre d'Ukraine et à de nombreuses reprises. Donc, tout ça est effectivement un paradoxe, mais nous dit une chose, c'est que l'OTAN a peur de perdre le contrôle en cas de majorité du Rassemblement national en France. Alors, plusieurs paradoxes. Marine Le Pen n'est pas très bruyante sur le sujet. Il y avait un livre de la Défense, un livret de la Défense qui avait été publié pour l'élection présidentielle de 2022, qui a été retiré. Et dans ce livret, effectivement, il était question de la sortie du commandement intégré de l'OTAN, ce qui serait revenir à la position gaullienne des années 60, que Sarkozy avait aboli il y a une bonne quinzaine d'années. Ça, c'est la première chose. Mais par ailleurs, Jordan Bardella, la semaine dernière et puis au mois de mars, a dit que la France ne remettrait pas en cause dans l'immédiat ses alliances, et donc il a voulu plutôt envoyer le signe qu'il faisait allégeance au système existant. Donc on a une espèce d'ambiguïté, mais visiblement cette ambiguïté ne suffit pas à M. Stoltenberg. Et alors, j'attire l'attention sur un point, c'est que l'OTAN, il y a deux composantes. Il y a la composante militaire, le commandement militaire, où là, ce sont les Américains qui sont en prise directe et totale. Et donc là, les décisions sont prises par le Pentagone. Mais il y a aussi le secrétariat général, qui est un appareil politique en fait, qui est un instrument de soft power, dont on me dit souvent qu'à Washington, on considère que pour les affaires militaires, ça n'a pas grande importance. En revanche, pour les affaires politiques européennes, ça a de l'importance parce que c'est un instrument du soft power américain, et par ailleurs, il faut se rappeler qu'une majorité des membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN, et que dans le traité de Maastricht, dès le traité de Maastricht de 92, ça a été bien sûr renouvelé jusqu'au traité de Lisbonne, l'OTAN est décisive dans la définition de la politique étrangère européenne. Donc il faut avoir toute cette constellation-là à l'esprit. Alors, je voudrais quand même, parce qu'on va en reparler, mais te poser une question provocatrice. Ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps, je m'étais retenu, j'en pouvais plus.
Est-ce que le conservatisme, ce qu'on appelle le conservatisme, mais ça a été un mot très employé, notamment dans le débat public français depuis plusieurs années, Bolloré est supposé être un conservateur, l'incarnation du conservateur. On sait que Bolloré est très atlantiste, on sait que Bolloré est à titre personnel soucieux des intérêts d'Israël par ailleurs. Est-ce que le conservatisme a été inventé par le deep state américain pour reprendre la main sur des mouvements populistes, identitaires, nationalistes européens, et pour éviter que ce mouvement de droite n'échappe à l'amitié atlantique? Est-ce qu'il y a ça dans l'histoire des idées récentes en Europe? Alors moi je crois qu'en fait le conservatisme est une vieille réalité anglo-américaine. C'est assez naturel, une espèce de compromis entre la tradition des libertés et la nécessité de s'adapter à l'époque présente. Donc il y a un paléoconservatisme d'ailleurs qui se définit comme tel aux États-Unis, qui est souvent pacifiste, qui est souvent isolationniste, dans lequel Trump a un petit peu puisé ses soutiens. Et puis il y a le fameux néoconservatisme qui au contraire adhère à la politique étrangère messianique, interventionniste, tout en par exemple, comme chez George W. Bush, se disant compatible avec les valeurs du christianisme évangélique. Et au passage, ce faisant, il y a tout le courant dit des sionistes américains, ces protestants américains qui sont convaincus que si l'État d'Israël est défendu et s'installe, ça va faire revenir plus vite Jésus-Christ pour le jugement dernier. Donc, on voit qu'il y a une espèce de confusion. Si on en vient aux Européens, il y a quelque chose qu'on a pu appeler à un moment la volonté d'union des droites après l'échec de Sarkozy en 2012, et c'était une stratégie alternative à celle de Marine Le Pen qui au contraire a voulu faire populisme contre élitisme depuis 2012. Et donc il y avait ces deux stratégies concurrentes. Je crois que ce qui se passe effectivement, c'est qu'à un moment, alors ça se passe pendant la présidence de Trump, pour essayer de renforcer ce pôle de l'union des droites, un certain nombre de think tanks américains mettent les clés en main et disent on vous soutient, mais à ce moment-là, vous êtes très clairement alignés sur les intérêts atlantiques. C'est la trajectoire qui a été suivie par Éric Zemmour, c'est la trajectoire qui a été suivie par Marion Maréchal aussi, très, très clairement. Les Républicains, Éric Ciotti est très coulé dans ce moule-là. Par les Républicains, ils ont été moins courtisés parce qu'on les pensait plus spontanément atlantistes, mais de facto, c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand on regarde le débat et les alliances de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, on voit bien qu'il y a une pression qui vient d'un certain nombre d'alliés potentiels, mais qui sont beaucoup plus atlantistes que le Rassemblement national version Marine Le Pen ne l'est. Alors, concernant le Rassemblement national, quels sont les moyens de pression, d'influence, d'intimidation dont l'OTAN dispose pour orienter le résultat des élections législatives en France? Est-ce que c'est complotiste de poser la question, et est-ce que, selon toi, il y a des moyens qui existent? Je me mets à la place de la nébuleuse du soft power américain, mais qui bien sûr répond à des interlocuteurs à Washington. Il voit un phénomène évident qui est le fait que le pouvoir d'Emmanuel Macron est très affaibli. Il voit une gauche, celle du Nouveau Front Populaire, qui sur la question d'Israël est un trouble fait et qui est ambigu sur la question du soutien à l'Ukraine. Et donc ils se disent, par ailleurs, le programme économique de la gauche, on n'en veut pas, Emmanuel Macron a endetté la France, donc il y a deux instruments pour mettre sous pression le Rassemblement national. Le premier, c'est celui de la dette française, en disant mais si vous faites bien ce qu'on vous dit, on peut vous soutenir. Le deuxième... Donc ça, ce serait dans l'hypothèse où Marine Le Pen, le Rassemblement national, obtiendrait une majorité absolue, et il y aurait un levier d'influence américain, voilà, par l'intermédiaire de la dette et de la spéculation sur la dette.
ça, c'est le premier, me semble-t-il, levier. Le deuxième levier que moi je vois poindre, c'est celui des potentiels désordres publics. Et là aussi, sans être complotiste, on sait bien que si vous avez une agitation d'extrême gauche contre le retour du fascisme, vous avez un certain nombre de think tanks, d'associations globalistes qui peuvent dire on va mettre de l'argent parce que c'est utile, etc. Mais vous pouvez aussi avoir une attitude de prudence et de retrait de ces associations-là qui ne mettraient pas d'argent. Donc décode-nous ce que ça veut dire, parce que tu nous fais un discours d'initié. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il y a eu, par exemple, récemment, les manifestations sur les campus américains en faveur des Palestiniens, on a vu surgir tout d'un coup des tentes qui étaient toutes les mêmes, de l'argent, des moyens. Bon, ces moyens venaient d'associations plutôt de gauche aux États-Unis, et qui disaient on pense que c'est important de soutenir la cause palestinienne. C'était pour faire pression sur le Parti démocrate. Bon. Nous avions émis l'hypothèse l'année dernière lors des émeutes urbaines qu'il y avait peut-être eu des soutiens d'associations de gauche. Je ne donne pas le nom de Soros parce que c'est celui que tout le monde donne, mais en fait on a une nébuleuse de think tanks, d'organisations, etc., qui est beaucoup plus vaste que ça. Et là, on imagine très bien que le deep state américain, le soft power américain, est finalement deux leviers possibles. Soit on fait en sorte de faire passer un message à tous les gens fidèles au deep state américain dans l'appareil d'État, vous soutenez le Rassemblement national, nous voulons l'ordre en France, ou bien on fait passer le message contraire, qui est celui de financer les opposants, parce qu'effectivement ces gens de l'extrême droite française ne sont pas fréquentables. Les deux sont possibles. Mais toi qui as connu, je vais le taquiner quand même, parce qu'il dit pas tout, toi qui as connu le système de l'intérieur, est-ce que tu penses imaginable que certains troubles sociaux, je pense aux mouvements étudiants, aux grèves d'étudiants, aux grèves de lycéens, au blocage de lycées, est-ce que tu penses qu'il a pu arriver dans le passé que ces mouvements soient, je pense par exemple à Xavier de Villepin, Dominique de Villepin, qui s'est retrouvé bloqué englué dans l'affaire du CPE, du contrat première embauche, par un mouvement étudiant qui l'a quand même, d'une façon ou d'une autre, plombé, et qui a facilité l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Est-ce que c'est un exemple parmi d'autres? Il y a eu bien d'autres mouvements étudiants dans les années précédentes et dans les années qui ont suivi. Est-ce que tu penses que ce genre de mouvement peut parfois, je ne dis pas que c'est le cas du CPE, mais est-ce que tu as de l'intérieur vu que parfois les pouvoirs publics, les gouvernements soignaient un certain nombre de responsables lycéens ou étudiants pour soit lâcher la bride quand on voulait abattre quelqu'un, ou l'attirer quand on voulait se protéger? Est-ce que ça arrive? Moi je l'ai vu en direct, je donnerai pas de nom, mais les syndicats étudiants et pas simplement les syndicats de droite, avec des gouvernements de droite, venaient chercher leur enveloppe tous les mois. Je l'ai vu en direct, c'est des choses, effectivement, là, on tient le pouvoir. Alors si on élargit à ce qu'on disait sur le soft power américain, beaucoup de néoconservateurs sont d'anciens trotskistes. Ils ont gardé les liens, ils ont gardé et puis là, le passage entre la nébuleuse Obama et la nébuleuse Trump, il est beaucoup moins marqué, beaucoup moins facile à identifier que ce qu'on veut dire. Il y a des gens le deep state américain fait qu'on passe de l'un à l'autre. Donc moi je crois que... T'embraye pas sur autre chose, parce que tu en as dit ou trop peu. Donc quand tu parles de ce système d'enveloppe, donc c'est d'une façon ou d'une autre, est-ce que ce sont des subventions? Est-ce que c'est de l'enrichissement personnel de certains dirigeants? Est-ce que c'est des carrières? En réalité, je le sais comme toi, beaucoup de dirigeants lycéens, de responsables lycéens ou étudiants ont fait des carrières grâce à des discussions internes. Est-ce que c'est des coups de pouce? Comment ça se passe concrètement? Alors, moi, je peux dire ce dont j'ai été témoin.
un syndicat étudiant aujourd'hui, il a très peu d'adhérents et il n'a pas de cotisation par définition, donc il faut qu'il fonctionne. Et pour fonctionner, il a besoin d'argent. Et donc, même si ces choses-là officiellement n'existent pas, moi j'ai vu faire effectivement, et y compris des syndicats de gauche qui venaient chercher de quoi fonctionner. Qui venaient à la gamelle. Voilà, exactement. Avec des échanges d'informations, hein, bien sûr, réciproques. C'est-à-dire il est bien connu que Nicolas Sarkozy a réussi à faire passer la loi d'autonomie des universités grâce à une alliance avec l'UNEF contractée pendant les manifestations du CPE. Il avait appelé le responsable de l'UNEF de l'époque, je crois que c'était Bruno Julliard de mémoire, en pleine manifestation, c'est-à-dire qu'il avait gentiment poignardé son camarade Dominique de Villepin dans le dos et en lui disant et si on passait un deal. Et de fait, en septembre 2007, l'UNEF ne se joint pas aux manifestations contre la loi sur l'autonomie des universités. Comme c'est étonnant. Donc, est-ce que tu penses que ce genre de marché, avec des contreparties, est quelque chose d'organisé, de régulier, de systémique pour manipuler les mouvements étudiants, les mouvements lycéens? Ça fait partie du jeu du pouvoir, bien sûr. Et ça fait partie de ce jeu trouble qui permet ou pas de faire qu'un mouvement social... Il faut faire attention à deux choses. Il y a toujours du combustible. Et ce combustible, c'est ce qu'on appelle les mouvements sociaux. Et quand il y a un mouvement étudiant, il y a toujours quelque chose. Mais ensuite, précisément, il faut l'allumette. Et les syndicats étudiants n'ont pas toujours les allumettes. Ils les ont, ou alors elles sont mouillées, ou alors... voilà. Et quelquefois, on leur fournit des allumettes neuves. Mais le combustible est là. C'est ça qui est... Et puis ensuite, il faut aussi fournir de quoi éteindre l'incendie. Et ça aussi, un extincteur, ça peut coûter cher. C'est comme ça que je décrirais les choses. Bon, vous voyez qu'Edouard s'est bien lâché aujourd'hui. Vous revoyez l'adresse de notre fil Telegram. Pensez à vous abonner, c'est gratuit. Telegram, c'est 15 secondes de téléchargement. Et puis, n'hésitez évidemment pas à liker, à partager la vidéo que vous voyez. Pour finir, Edouard, quel est ton pronostic sur le résultat du 7 juillet? Nous aurons l'occasion de refaire un chaos global la semaine prochaine pour commenter notamment les résultats du 30 juin qui vont être extrêmement importants. Mais ton sentiment sur le 7 juillet, sur l'issue du scrutin, comment tu vois ça? En fait, alors là, les semaines précédentes, il m'est arrivé de faire des pronostics, et là je ne vais pas me dérober à un pronostic. Je pense qu'il y a des données fines que nous ne pouvons pas avoir, que peut-être le ministère de l'Intérieur a, mais que nous ne pouvons pas avoir, qui serait une vision circonscription par circonscription des affrontements Rassemblement National, Nouveau Front Populaire. Parce que je pense autant dans les métropoles, dans ce type d'affrontement, ça sera le Nouveau Front Populaire qui l'emporterait. Et d'ailleurs, on aura plutôt, je pense, un affrontement, enfin, les Nouveau Front Populaire et macronistes en tête. Bon, autant, je pense que dans ce qu'on appelle la France périphérique ou autre, si le macronisme s'effondre et s'il y a NFP contre Rassemblement National, il y a de bonnes chances que le Rassemblement National l'emporte parce que des gens du centre, à cause du programme économique du RN, voteront pour lui. Simplement, combien y aura-t-il de triangulaires? Est-ce que l'effort de Gabriel Attal va permettre de consolider le centre? Est-ce que la grande mascarade hollando-glucksmannienne avec le jeu de rôle avec Mélenchon va conduire à pousser jusqu'à 28-29, comme on le dit, les candidats du Nouveau Front Populaire? Je pense que c'est très très difficile de le dire. Et actuellement, je retiens mon jugement par rapport aux deux scénarios possibles. Je crois que ça sera un basculement d'un côté ou de l'autre. Soit on a effectivement la possibilité que tu évoquais hier d'une majorité macrono-gauchiste, soit on a très clairement une majorité RN, parce qu'il y aura eu cette peur du Nouveau Front Populaire, et actuellement je suis incapable de le dire. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, puis suivez nos chroniques notamment sur la chaîne Patrimoine, on vous aide à vous préparer au choc fiscal qui va intervenir cet été. À la semaine prochaine.